réveil, c'est le morning. Merci d'être avec nous ce matin. Voici les titres à la une de l'actualité. Le grand marchandage nucléaire avec l'Iran est désormais gravé dans le marbre. Le Conseil de sécurité de l'ONU a entériné à l'unanimité l'accord signé la semaine dernière à Genève. Dans 90 jours, les sanctions commenceront à être levées. Ils sont juifs américains, souvent hautement diplômés, et luttent pour le boycott d'Israël. Immersion à suivre au cœur de ces lobbies juifs antisionistes. Et puis on s'arrête ce matin également sur ce concept, les paquets de cigarettes neutres, sans aucun logo, ayant tous la même forme, la même taille, la même couleur et la même typographie. Il serait la dernière arme pour lutter contre le tabagisme. Et puis il y a du Shabadabada chez les Obama. Un long métrage sur le premier rendez-vous du président des États-Unis et de sa femme est en tournage. Les premières images viennent de paraître. Enfin, ces photos, Louane Emera est en couverture du Elle cette semaine. Transformée peu à peu en jeune femme, elle laisse désormais les rondeurs de l'enfance derrière elle. L'occasion pour nous de revenir sur ces transformations, réussies ou ratées, des stars qui ont tenté de grandir avec leur public, de Britney Spears à Sophie Marceau. Ce sera en fin d'édition. Bienvenue à tous. Le Conseil de sécurité de l'ONU a donc approuvé à l'unanimité hier l'accord sur le nucléaire iranien. Une adoption qui donne le coup d'envoi à la levée des sanctions internationales qui frappent l'Iran. Et justement, pour préparer cette levée des sanctions, eh bien, le ministre allemand de l'économie est sur place en Iran. Il devient ainsi le premier officiel occidental à se rendre à Téhéran. Julia Ganantia. Il est le premier haut dirigeant européen à se rendre dans le pays depuis la conclusion de l'accord. En visite en Iran, Sigmar Gabriel a tenu à défendre le droit d'Israël à la sécurité, un jeu d'équilibre complexe pour le ministre allemand qui plaide pour l'amélioration des relations entre les deux pays. S'il vous plaît, comprenez que de bonnes relations avec l'Allemagne signifient que nous ne devons pas mettre en cause la sécurité d'Israël. Mais cette ligne de défense d'Israël a été aussitôt rejetée par les autorités iraniennes. La République islamique refuse de reconnaître l'État hébreu, soutient le Hezbollah libanais et les groupes islamistes palestiniens Hamas et Djihad islamique. Berlin est dans une position délicate. L'Allemagne tente de ménager sa relation avec Israël, opposée à tout arrangement avec Téhéran, mais entend aussi profiter de la nouvelle situation pour gagner des parts de marché en Iran. Nous sommes prêts à renforcer notre coopération économique. Avec l'accord nucléaire et la reprise économique qui va sûrement venir après, l'Iran aura de nouvelles responsabilités à l'intérieur du pays et à l'étranger. Après lui, l'Iran s'attend à accueillir de nombreux autres responsables politiques et hommes d'affaires européens attirés par les richesses du pays et l'énorme potentiel d'un marché de près de 80 millions de personnes. D'autant que le Conseil de sécurité de l'ONU vient d'adopter à l'unanimité une résolution qui entérine l'accord nucléaire signé par l'Iran et les grandes puissances et prépare la levée des sanctions internationales. Cet accord ne répond pas à toutes nos inquiétudes, mais s'il est appliqué, il rendra le monde plus sûr. À condition que l'Iran respecte l'accord à la lettre, les 7 résolutions que l'ONU a adoptées depuis 2006 pour sanctionner l'Iran seront abrogées. Les grandes puissances font donc le pari que l'Iran contribuera à apaiser les crises régionales que le Conseil de sécurité est impuissant à régler. Mais le guide suprême iranien a averti, son pays continuera de soutenir ses amis comme le régime syrien ou les rebelles chiites au Yémen. Bonjour Emmanuel Navon, merci d'être avec nous, professeur de relations internationales. Alors le vice-chancelier allemand, ministre de l'économie, déclare depuis Téhéran cette nuit qu'il n'y aura pas de normalisation entre son pays et l'Iran tant que l'Iran ne reconnaîtra pas Israël. Est-ce qu'on peut parler d'une certaine hypocrisie alors qu'il est sur place, quelques jours à peine après la signature de l'accord, accompagné d'une flopée de chefs d'entreprise et d'industriels allemands ? Vous savez, l'Allemagne n'a pas besoin d'une formalisation formelle diplomatique pour que ses entreprises fassent des affaires avec l'Iran. Et la raison pour laquelle le vice-ministre, qui est également ministre de l'économie dans le gouvernement Merkel, le vice-chancelier, qui est également responsable du dossier énergétique, c'est un énorme dossier en Allemagne, est venu avec des entreprises. Donc, il est venu pour des raisons économiques. Ne pas avoir des relations formelles avec des ambassades, ce n'est pas cela, bien entendu, qui va empêcher les affaires de progresser. Alors, sur le volet diplomatique, si on s'éloigne un instant des intérêts économiques, l'Allemagne a proposé à Téhéran de jouer les médiateurs pour résoudre la crise qui oppose Téhéran à Jérusalem. Est-ce que c'est un scénario imaginable ?
Vous savez, l'opposition de Téhéran à l'existence même d'Israël est idéologique, elle est profonde. Les déclarations des dirigeants iraniens ne font que se répéter, elles sont profondément antisémites lorsqu'ils parlent de la façon dont les Juifs contrôlent le monde, l'entité sioniste qui a été créée pour contrôler la planète, etc. Donc il y a là véritablement une vision irrationnelle, idéologique. Ouais. On voit difficilement comment est-ce que l'Allemagne, par des négociations, pourrait remettre en cause cette vision du monde des dirigeants islamiques de Téhéran. Alors, de manière générale, sur cette normalisation diplomatique, des liens diplomatiques entre l'Iran et l'Occident, c'est bien le pari des Occidentaux. Barack Obama en tête d'obtenir une détente grâce à cet accord pour arriver ensuite à une normalisation totale grâce à la libéralisation du pays qu'aura eu comme effet cet accord. Est-ce que c'est un pari risqué de la part de Washington et des Occidentaux ? Je ne pense pas qu'il y ait un véritable pari dans la mesure où l'accord se focalise véritablement sur le dossier nucléaire. Dans le but quand même de sortir l'Iran de l'axe du mal diplomatique. Je ne pense pas que c'était véritablement l'intention des négociateurs. Je pense que aussi bien les États-Unis que l'Union européenne, en tout cas également la Chine et les Russes, étaient là véritablement pour traiter du dossier nucléaire. Maintenant, c'est vrai que certains espèrent que l'ouverture économique de l'Iran entraînera une modération du régime. Ouais. S'il l'espère, là, effectivement, il s'agit d'un pari. Ouais. Mais l'accord lui-même s'est focalisé véritablement sur la question du nucléaire et ne traite même pas non plus du soutien de l'Iran pour les diverses organisations terroristes de la région. Alors justement, c'est à la lumière de ce que vous dites qu'il faut comprendre ces messages contradictoires des dirigeants iraniens. D'une part, le gouvernement, évidemment, qui applaudit l'accord, mais d'autre part, des mots très agressifs, très durs du guide suprême Khamenei, et puis les gardiens de la révolution iranienne qui rejettent tout simplement l'accord iranien hier. Bien entendu, le dernier mot appartient de toutes les manières au guide suprême. Mais il faut bien comprendre encore une fois que pour les Iraniens eux-mêmes également, l'accord est purement nucléaire. Sur le dossier nucléaire, c'était pour lever les sanctions. Cela ne signifie pas qu'ils ont changé d'idéologie, qu'ils acceptent aujourd'hui Israël ou l'Occident. Leur idéologie reste la même. C'est purement un accord de réel politique entre l'Occident et l'Iran sur le dossier nucléaire. L'Iran voulait lever les sanctions. L'Occident voulait plus de visée et de contrôle sur le programme nucléaire iranien. Cela ne change pas, effectivement, le fait que l'Iran reste un régime islamiste qui soutient les diverses organisations chiites comme ses alliés au Yémen et ailleurs au Proche-Orient et n'a pas changé d'idéologie et de politique vis-à-vis des États-Unis, ça c'est très clair. Voilà, et le guide suprême l'a d'ailleurs répété. Merci beaucoup Emmanuel Navon. Justement, on va jeter un coup d'œil aux journaux de la région, Cyril, pour voir ce qu'ils disent de cet accord. La presse israélienne revient ce matin sur le Conseil de sécurité de l'ONU. Et oui, en entérinant l'accord nucléaire, écrit le Haaretz, l'ONU a ouvert la voie à la levée des sanctions internationales contre l'Iran. Désormais, reste à convaincre le Congrès américain qui doit se prononcer, vous le savez, dans 60 jours et dont la majorité républicaine est hostile à l'accord. C'est donc peut-être la dernière chance pour le Premier ministre israélien, car pour Binyamin Netanyahou, renchérit le quotidien de gauche israélien, tant que les sanctions du Congrès américain sont en vigueur, eh bien l'Iran sera contraint de faire des concessions, d'où le dilemme auquel doit faire face, selon Barak Ravid du Haaretz, Binyamin Netanyahou, observer un profil bas ou bien mener une campagne tapageuse dans les rangs du Congrès américain, au risque de s'inviter une nouvelle fois dans la politique américaine. Et puis dans la presse iranienne, c'est la visite du vice-chancelier allemand qui est largement relayée. Oui, avec cette photo en une du Iran Daily, vous allez voir cette poignée de main chaleureuse entre Sigmar Gabriel et Hassan Rouhani, l'Iran et l'Allemagne qui souhaitent écrire un nouveau chapitre dans l'histoire de leur relation, écrit le Tehran Times, seule ombre au tableau, on l'a vu dans le reportage Israël, car avant de s'envoler pour Téhéran, eh bien, le vice-chancelier allemand a affirmé que la solidité des relations entre Berlin et Téhéran eh bien, dépendrait de la reconnaissance d'Israël, un appel qui n'a visiblement pas eu d'écho à Téhéran puisque eh bien, l'Iran a botté en touche hier en déclarant avoir des positions totalement différentes avec l'Allemagne sur les questions régionales, c'est-à-dire dans le Tehran Times. Téhéran qui va également exprimer ses inquiétudes à Sigmar Gabriel à propos des menaces existantes, y compris celles du régime sioniste. Et puis vous nous avez sélectionné, Cyril, une série de caricatures israéliennes et arabes sur ce dossier. Oui, puisque le secrétaire d'État à la Défense américain
Ashton Carter est en visite en Israël, mais également en Jordanie, en Arabie Saoudite, pour rassurer les alliés traditionnels de l'Amérique après l'accord avec l'Iran. Eh bien, les caricaturistes, eux, des journaux de la région ne sont pas très rassurés. Commençons, si vous voulez bien, par ce dessin de presse du Israël Hayom, signé Shlomo Cohen. Le Conseil de sécurité entérine son nouveau tapis perse à l'unanimité. Vous aurez bien sûr reconnu le schéma de la bombe, c'est ce qui avait rendu célèbre le discours de Benyamin Netanyahou à l'Assemblée générale des Nations Unies. Autre dessin, il est signé Al-Hayat, cette fois-ci, le quotidien de la péninsule arabique, qui estime quant à lui que les dollars que l'Iran engrange suite à l'accord vont tout simplement servir à alimenter le monstre terroriste. Et puis Al Jazeera qui fustige l'ingratitude des Occidentaux, le fusil tendu face au brin d'olivier des Arabes, alors que le fusil des Iraniens, lui, est répondu par le brin d'olivier des Occidentaux. Et puis enfin cette caricature, de nouveau signé Israël Hayom, repris dans la presse arabe cette fois-ci, Barack Obama qui se laisse tendrement bercer par Hassan Rouhani et ses contes de Genève. Voilà pour ces caricatures. Merci beaucoup Cyril. Alors justement, on l'a dit, le secrétaire américain à la Défense est arrivé hier en Israël où il tente donc de rassurer son allié après la conclusion de cet accord. Ashton Carter de rencontrer Benyamin Netanyahou dans la journée. Avant cela, le récit de cette première journée, signé Maxime Perez. Ashton Carter en visite à la frontière libanaise. Pour sa première journée en Israël, le secrétaire d'État américain à la Défense ne pouvait espérer de meilleure entrée en matière. Car pour son homologue israélien Moshe Ya'alon et pour les généraux de Tzahal qui l'ont accueilli dans un avant-poste militaire, l'objectif était de pointer la menace que l'accord avec l'Iran fait peser sur Israël, un renforcement du Hezbollah au sud Liban et qui sait peut-être même en Syrie, le long du plateau du Golan. Un message martelé dès l'arrivée d'Ashton Carter à Tel Aviv. Un peu plus tôt dans la journée, Moshe Ya'alon l'accueillait en grande pompe à la Kéria de Tel Aviv, le QG de l'armée israélienne et du ministère de la Défense. L'Iran était bien sûr au cœur des discussions. Nous avons de profondes divergences au sujet de l'accord avec l'Iran et une crainte pour notre futur qui serait une conséquence de cette signature. Pour autant, nous abordons ce dossier de manière ouverte, au même titre que d'autres dossiers de la plus haute importance. La relation que nous avons avec les États-Unis est un pilier pour la défense de notre pays. Reste qu'Ashton Carter est d'abord venu rassurer son allié israélien. Ce à quoi s'engage l'administration américaine, c'était une aide militaire sans précédent, une compensation à l'accord sur le nucléaire iranien. Nous sommes à vos côtés depuis toujours et nous le resterons. Israël est la pierre angulaire de notre stratégie au Moyen-Orient. Sa sécurité et sa supériorité technologique sur le plan militaire sont notre priorité. Et c'est également la mienne. Il faudra aussi convaincre Benyamin Netanyahou qu'Ashton Carter doit rencontrer ce mardi à Jérusalem. Plus que jamais, les relations israélo-américaines s'apprêtent à vivre une nouvelle épreuve de vérité. Et on prend tout de suite la direction de Jérusalem où on vous retrouve. Daniel Haïk, vous êtes devant les bureaux du Premier ministre israélien où Ashton Carter doit se rendre dans la matinée. Alors après plusieurs démentis, Israël chercherait donc à obtenir des Américains une série de compensations. Concrètement, est-ce qu'on sait déjà ce que va offrir Carter à Israël ? Alors d'abord, il faut préciser que lors de la discussion avec Benyamin Netanyahou, il est probable que le Premier ministre affirme que Israël ne veut pas pour l'instant de compensation. La position du Premier ministre est très claire. Elle a été répétée à de multiples reprises au cours des derniers jours. Le simple fait de reconnaître qu'il y a besoin de compensation, cela veut dire qu'il y a un danger pour Israël. Alors cela voudrait dire qu'il y a un paradoxe dans la position des Américains. S'il n'y a pas de danger dans cet accord, pourquoi donc des compensations? C'est ce qu'expliquera Benyamin Netanyahou à son interlocuteur Ashton Carter. Mais effectivement, on considère qu'après la validation, après que l'accord sera validé, probablement, il faut bien entendu donc mettre tout cela au conditionnel. Après que l'accord soit validé par le Congrès, eh bien, ce n'est qu'à ce moment-là que les Israéliens officiellement s'intéresseront à ce que l'on peut appeler un package sans précédent d'aide militaire à Israël. Il s'agit par exemple de la fourniture d'avions furtifs F-35 dont Ashton Carter s'est déjà engagé à fournir quelques unités à l'armée israélienne. Il s'agit par exemple d'une amélioration accrue, d'une coopération accrue dans la production
production de nouvelles générations de systèmes de missiles antimissiles d'hommes de fer ou baguettes magiques. Tout cela pour permettre à Israël de maintenir sa supériorité stratégique et militaire dans la région. Et Daniel, concours de circonstances ou non, les Américains parlent pour la première fois d'une possible libération de l'espion Jonathan Pollard. Est-ce que les deux affaires sont liées? Est-ce qu'il s'agit d'une compensation américaine? Alors, il s'agit officieusement, pour l'instant, il ne s'agit que de rumeurs qui n'ont pas été confirmées du côté américain. C'est surtout la presse américaine qui en a parlé. Officiellement, il n'y a pas de lien et on ne veut pas faire de lien entre l'accord conclu avec l'Iran et une libération prochaine, en novembre prochain, de Jonathan Pollard. On parle plutôt d'une libération à caractère humanitaire. Cela fait 30 ans, cela fera 30 ans au mois de novembre que Jonathan Pollard est détenu dans un pénitencier américain et donc on estime qu'il est logique de le libérer. Il y a une certaine logique, surtout à la suite de pressions exercées par de nombreuses personnalités américaines au cours des derniers mois et des dernières années, mais c'est un point que l'on ne veut pas lier au problème de l'accord entre l'Iran et les grandes puissances, mais il faut rappeler que déjà en 1998, en octobre 1998, lors des accords de White Plantation, Binyamin Netanyahu avait réussi à intégrer la libération, à obtenir la libération de Jonathan Pollard dans le cadre de la signature de ces accords de White Plantation, jusqu'à ce que George Tenet, le patron de la CIA, oppose un veto catégorique à Bill Clinton et la libération ne s'était pas produite à l'époque. Donc il y a tout de même un lien informel, on va dire. Merci beaucoup Daniel Haïk depuis la présidence du Conseil à Jérusalem. En bref, à noter cette série d'attentats attribués à l'État islamique. Hier, un centre culturel kurde a été visé en Turquie, tout près de la frontière syrienne, faisant au moins 28 morts, alors qu'une autre attaque avait lieu dans le même temps à Kobané en Syrie. Le Premier ministre britannique a présenté hier à son Parlement un projet très attendu. Il s'agit de son plan d'action contre le terrorisme. David Cameron a exigé également une extension à la Syrie de l'intervention contre l'organisation État islamique, justement. Solal Azerwal. Combattre l'État islamique en Irak et en Syrie, lutter contre la radicalisation et soutenir un islam modéré. Tels sont les trois axes de lutte face à Daesh. Interventionniste, le Premier ministre britannique envisage d'étendre à la Syrie l'affrontement contre l'État islamique. Son objectif est clair, détruire le califat, que ce soit en Irak ou en Syrie. Pour l'instant, l'armée de l'air britannique n'est autorisée à intervenir qu'en Irak. Pour se donner les moyens de son ambition, David Cameron présente un plan de lutte sur 5 ans contre l'extrémisme et le terrorisme. Grâce à notre loi antiterroriste, je souhaite mettre hors d'état de nuire les principaux extrémistes influents qui prennent soin d'agir dans le cadre de la loi, mais détestent clairement la société britannique et tout ce que nous défendons. Face à ces prédicateurs, David Cameron sollicite les fournisseurs d'accès à Internet. Car Internet est un puissant vecteur de l'extrémisme islamiste et de la propagande djihadiste. Pour lutter contre la menace terroriste, la stratégie du gouvernement consiste à présenter l'envers du décor. Nous devons rendre la cause extrémiste moins glamour, en particulier le groupe État islamique. Ce n'est pas un mouvement pionnier, mais un mouvement violent, brutal, fondamentalement odieux. Et voici mon message à l'intention des jeunes Britanniques qui souhaitent partir faire le djihad. Si vous êtes un homme, vous subirez un lavage de cerveau afin qu'ils attachent une ceinture d'explosifs autour de votre corps et que vous explosiez. Si vous êtes une femme, vous serez asservie et violée. C'est la triste et brutale réalité de l'État islamique. Le combat de notre génération, ajoute le Premier ministre britannique. Prochaine étape, soumettre au Parlement son plan anti-EI. L'interventionnisme du Premier ministre intervient un mois après le vendredi noir du terrorisme. En Tunisie, le 26 juin dernier, 30 des 38 victimes étaient britanniques. Dans la presse britannique, Betsabé, on réagit comment ce matin à ce plan d'action de son Premier ministre? Alors tout le monde s'est accordé à dire que ce discours était extrêmement important, que c'était un tournant, que c'était une avancée, avec surtout l'une des principales mesures qui a attiré l'attention des médias, eh bien c'est cette possibilité pour les parents de confisquer leur passeport à leurs enfants s'ils avaient un doute que les enfants veuillent partir pour la Syrie ou pour l'Irak. Alors dans le Guardian, on remarque que quand la législation s'en mêle, eh bien ça coince.
dissonance politique oblige. Ainsi, cette mesure sur les passeports pourra être prise sans légiférer et donc dans des brefs délais. Le Daily Mail, un brin dramatique, souligne que le Premier ministre a prévenu les polices, écoles, mosquées, prisons même, et encore une fois, les parents doivent tous faire plus pour vaincre ce poison, expression employée par Cameron, qui infecte les jeunes esprits. Et le Daily Mail de soulever quand même cette responsabilité éventuelle des parents. Et oui, qu'adviendra-t-il si des parents faillent à confisquer ces passeports? Est-ce qu'il y aura une responsabilité légale? La possibilité toujours offerte aux parents, c'est une avancée concrète, affirme la BBC, citant l'un de ses correspondants, qui tempère, cela dit, c'est peut-être un peu trop tard, peut-être trop tard de 10 ans, ajoutant « Ce n'est pas ces jeunes Britanniques intégrés qu'il faut convaincre que la Grande-Bretagne est une bonne démocratie, qu'ils peuvent exercer leur religion librement. Non, ce sont ceux qu'il faut convaincre, eh bien, ce sont les jeunes qui sont déjà perdus, ceux qui sont potentiellement de la chair à canon. C'est l'expression employée encore une fois par Cameron et qui a été reprise dans le Télégraphe, le même journal qui publie ce papier qui apostrophe presque le Premier ministre. Où se trouve la stratégie militaire dans toutes ces mesures? C'est bien de permettre aux parents de retirer leur passeport à leurs enfants, mais ce dont nous avons besoin, peut-on lire, c'est aussi d'un plan militaire pour vaincre l'État islamique. Eh bien, l'État islamique, c'est justement l'expression, the formule que Cameron ne veut pas qu'on utilise. Il avait demandé même fin juin à la BBC d'arrêter d'utiliser cette expression. Allez, voilà pour ce projet. Merci Betsabé. En bref, sachez que la Grèce n'est plus en défaut de paiement. C'est désormais officiel. Athènes a soldé ses arriérés de paiement de près de 2 milliards d'euros auprès du Fonds monétaire international. Il s'agit d'une nouvelle étape clé vers la normalisation. Athènes a désormais de nouveau accès au financement et aux prêts du FMI qui participe, vous le savez, aux côtés de la Commission européenne et de la Banque centrale européenne au sauvetage du pays. En France, c'est un projet de loi sensible, l'un des plus sensibles peut-être de l'exécutif, baptisé « Droit des étrangers ». Les débats ont démarré hier à l'Assemblée. Objectif, mieux accueillir les étrangers en situation régulière et serrer la vis pour ceux qui sont entrés illégalement sur le sol français. Ariane Ménage. Augmenter l'attractivité de la France, faciliter certains renvois et limiter les passages en préfecture. Ce sont les mesures phares du texte étudié par l'Assemblée nationale en ce début de semaine. Un texte promis en 2012, il sera finalement examiné pendant 2 ou 3 jours. Les mesures se concentrent principalement autour des démarches administratives que doivent effectuer les étrangers vivant en France. Ils sont 700 000 à devoir chaque année renouveler leurs papiers. Une dizaine de passages à la préfecture, des démarches extrêmement compliquées pour n'obtenir qu'un titre précaire. Le gouvernement souhaite renforcer l'intégration en créant des titres de séjour d'une durée de 2 à 4 ans. Aussi, un passeport talent devrait être créé pour les étrangers qui possèdent des qualifications particulières. En contrepartie, le gouvernement entend renforcer la lutte contre la fraude au titre de séjour. Les préfets seraient autorisés à obtenir des données venant d'autres administrations, des banques ou encore des entreprises privées. Quant à la question du droit de vote des étrangers, elle n'est pas inscrite au projet de loi, bien que faisant partie des promesses de campagne de François Hollande. Le texte devrait passer devant le Sénat à l'automne, avant une adoption définitive en fin d'année. Au chapitre santé, cette première mondiale, une jeune Française âgée de 18 ans infectée par le virus du sida in utero est en rémission totale. C'est une situation unique au monde. Elle est née séropositive, mais depuis 13 ans, alors qu'elle ne suit plus aucun traitement, elle va bien. Maurice, vous nous en dites plus. Oui, Barbara, dans son sang, aucune trace du virus, indétectable selon les virologues, une totale rémission du sida. Et c'est une première. Alors son histoire, en 1996, un protocole a été mis en place pour éviter la transmission du virus de la mère à l'enfant, mais ça n'a pas marché. À 6 mois, le virus réapparaît chez le bébé. Elle est remise sous traitement à vie. Mais à 6 ans, la fillette disparaît du radar des médecins pour une raison encore inconnue pendant 1 an. Un examen de contrôle fortuit détecte le virus. Mais il est indétectable physiquement. On sait qu'elle a quelques gènes comme ça, mais c'est indétectable. Depuis, elle n'est plus traitée, mais reste suivie. Alors,
les scientifiques restent prudents. Il y a 2 ans, on avait présenté le cas du bébé du Mississippi avec une histoire médicale similaire, mais l'année dernière, le virus commençait à se répliquer chez ce nourrisson. Alors la jeune femme n'est pas guérie, mais elle est capable de contrôler la réplication du virus, affirment les experts, mais il faut des contrôles fréquents. L'hypothèse des médecins, le traitement précoce préserve le système immunitaire. Son cas a été présenté hier soir à Vancouver, au Congrès international sur le virus, devant plus de 5000 participants. Les experts affirment que l'humanité a désormais les moyens pour mettre un terme au sida, mais avant de se prononcer définitivement, ils attendent les résultats de l'essai START sur les bénéfices du traitement précoce des malades. Merci beaucoup Maurice, voilà pour cette avancée. Et on s'arrête à présent sur ce concept, je vous le disais, les paquets de cigarettes neutres. Il serait la dernière arme pour lutter contre le tabagisme. Mais Rudy, la tension monte autour de ce paquet neutre. Il est en vigueur en Australie, la mesure pourrait arriver en France, mais énerve les buralistes. Évidemment, alors les paquets sont neutres, sans logo, sans couleur, simplement le nom de la marque et éventuellement une photo pour dissuader de fumer. C'est ce que souhaiterait voir chez les buralistes Marisol Touraine, la ministre de la Santé. Alors pour mobiliser autour de cette idée, vous l'avez dit, qui existe en Australie, elle a réuni hier à Paris une dizaine de représentants de gouvernement autour du slogan Génération sans tabac. Parmi ces diplomates, il y avait le secrétaire général du ministère de la Santé australien, il s'appelle Martin Blowless, qui parlait des résultats obtenus, car là-bas, cette mesure est en vigueur depuis 2012 et pour lui, ça fonctionne. Écoutez-le. En décembre 2012, nous avons introduit le paquet neutre, un moyen de plus pour tenter de réduire le nombre de fumeurs. Grâce à toutes nos mesures de lutte contre le tabac, la proportion de fumeurs est aujourd'hui passée à 12,8%, ce qui est beaucoup plus faible qu'autrefois. Nous constatons aussi que le nombre de personnes qui se mettent à fumer a également beaucoup baissé. Alors cela dit, ce qui est en cause, c'est le tabagisme des jeunes, et le tabagisme des jeunes a seulement baissé de 2% en Australie. Or, donc, ils sont la cible privilégiée de cette mesure. Certains disent que c'est surtout le prix, 15 € le paquet en Australie, qui les dissuade. En tout cas, Marisol Touraine croit fermement qu'en enlevant l'aspect marketing du projet, la couleur, le logo, eh bien, ça aura un effet dissuasif envers les jeunes. On l'écoute. Les jeunes sont sensibles au marketing, au logo, aux marques, parce que les jeunes sont sensibles à l'apparence d'un paquet de cigarettes comme ils sont sensibles à un objet de mode, d'un vêtement de sport par exemple. Le paquet neutre leur est avant tout destiné. Alors, Rudy, c'est une mesure qui a été adoptée par l'Assemblée nationale et qui doit être discutée demain au Sénat. Et on l'a dit, ça fâche les buralistes. Oui, ils ont organisé une opération obstruction des radars pour contester. Pour eux, l'État ne prend pas en compte leur manque à gagner. Ces mesures vont finalement, pour eux, développer le marché noir qui est, selon eux, 25% du marché total. Alors, au-delà de la défense de leurs propres intérêts, ils reprochent au gouvernement tout simplement un manque de courage. Le courage serait effectivement de s'attaquer au lobby du tabac. Il faut rappeler que chaque année, le tabac tue 78 000 personnes en France. Voilà, et peut-être aller plus loin. Merci beaucoup, Rudy. À suivre, l'État islamique s'attaque à la bande de Gaza. Daesh a déclaré la guerre au Hamas après 5 attentats simultanés inédits. Gaza, nouveau théâtre des opérations de l'EI. Décryptage après un nouveau journal avec Eleanor Veil. Et on est de retour sur le plateau du Morning. Merci d'être avec nous. Les Égyptiens retiennent leur souffle après des travaux pharaoniques. Le nouveau canal de Suez doit être inauguré dans les jours qui viennent. Et à cette occasion, les 3 premières rafales seront livrées aujourd'hui à l'armée de l'air égyptienne. Les rafales françaises, évidemment, avec des pilotes égyptiens spécialement formés. Vous les voyez sur ces images. 24 avions au total ont été commandés par l'Égypte aux Français d'assaut. Cyril, et cette inauguration du nouveau canal de Suez est donc attendue pour très prochainement, le 6 août, dans moins de 2 semaines. Rappelez-vous, lors de son premier discours à l'Assemblée générale des Nations Unies, le président Al-Sisi avait énoncé ses priorités, relancer l'économie évidemment et lutter contre le terrorisme. Alors face aux djihadistes, on sait, les affaires se compliquent, mais en tout cas sur le premier chantier, Al-Sisi semble avoir tenu ses promesses en à peine un an, alors que tous les experts en prévoyaient 3.
eh bien un nouveau canal va être construit, sera un nouveau canal de Suez. Il va être inauguré le 6 août prochain. Alors, le canal va aussi permettre de créer des emplois. Il va permettre de créer des emplois, mais d'abord, pourquoi un nouveau canal Pourquoi un nouveau canal? Le canal existe depuis 150 ans maintenant. Alors, pourquoi un nouveau canal? Parce que, Barbara, sur cette autoroute maritime vieille de 150 ans qui relie la mer Rouge à la Méditerranée, eh bien, la navigation n'était possible jusqu'à présent que dans un sens, c'est-à-dire que les convois quotidiens qui transitent vers le sud, eh bien, étaient obligés de jeter l'ancre pendant plusieurs heures, pendant environ 15 heures, pour laisser passer le seul convoi qui, lui, fait route vers le nord. Pas très pratique. C'est pas très pratique, donc il y a une nouvelle voie de 72 km de long, alors que le canal de Suez lui en fait 170, et qui va permettre donc de fluidifier un petit peu le trafic, un trafic dans les deux sens, et donc de multiplier par 2 la capacité quotidienne de transport, passant de 49 navires à 97, ce sont les prévisions pour 2023, et le délai d'attente du coup des navires, lui, va passer de 11 heures à 3 heures, donc ce qui est très significatif pour la fluidité du trafic sur cette autoroute maritime. Voilà, et puis on l'a dit, ça crée de l'emploi dans une Égypte qui en a bien besoin. Oui, donc relancer l'économie, les prévisions parlent d'1 million d'emplois, c'est énorme pour un pays qui connaît un taux de chômage de 13% sur une population de 84 millions, c'est donc une priorité et qui va donc relancer la machine, en tout cas c'est ce qu'espère le président Al-Sisi. Il y a aussi une dimension sécuritaire à ce canal. Alors, d'abord le financement. Ouais. Comment ce chantier a été financé? Parce que ça n'a pas coûté, ça n'a pas été bon marché. 3 milliards d'euros, mais le président Al-Sisi a tenu à ce que ce projet ne soit pas financé par des puissances étrangères, mais que ce soit un projet résolument égyptien. On va écouter d'ailleurs à ce propos le président directeur général de l'autorité du canal de Suez. On l'écoute. L'idée est égyptienne, le plan est égyptien, la décision est égyptienne. S'il plaît à Dieu, ce projet fera de l'Égypte un point majeur sur la carte de l'investissement mondial. Voilà donc un projet résolument et exclusivement quasiment égyptien. Al-Sisi qui a tenu à ce que le financement soit le fait de banques locales égyptiennes, mais aussi de petits porteurs citoyens. Privés, n'importe quel citoyen égyptien pouvait se rendre dans une banque locale pour acheter des actions de 10 à 100 $, 10 $ pour les Égyptiens d'Égypte et 100 $ pour les Égyptiens plus aisés qui habitent à l'étranger. Alors le jeu en veut peut-être la chandelle puisque c'est une petite mise qui va pouvoir rapporter gros. Actuellement, le canal de Suez rapporte à l'Égypte par année 4 milliards d'euros environ. La nouvelle voie navigable, elle pourrait rapporter 10 milliards d'euros à l'Égypte par an. Donc c'est quand même des sommes faramineuses. Voilà, et pour finir quand même, Cyril, on rappelle l'aspect sécuritaire, stratégique de ce canal. Oui, parce que l'Égypte veut, vous le savez, nettoyer la péninsule du Sinaï des organisations terroristes qui visent les forces de l'ordre. Eh bien, le nouveau canal, c'est aussi un moyen de se réapproprier cette péninsule du Sinaï. Et puis, vous savez, le projet, c'est aussi le symbole de la reconstruction de tout un pays. Al-Sisi qui veut, avec ce nouveau projet, eh bien, recycler un vieux symbole national, c'est le canal de Suez. 150 ans que le canal existe, 100 000 Égyptiens ont perdu la vie pour creuser ce canal. C'est aussi un symbole parce que c'est l'émancipation d'Égypte du joug impérialiste. Rappelez-vous, Nasser qui nationalise le canal de Suez en 1956. C'est aussi par le canal de Suez que l'armée égyptienne a surpris l'armée israélienne. C'était en 73. Voilà, c'est ici qui renoue avec cette tradition égyptienne. Nassérienne. Merci beaucoup Cyril. Et l'État islamique, justement, on l'a dit, très présent dans le Sinaï, s'attaque désormais à la bande de Gaza. À quelques mètres de là, Daesh a déclaré la guerre au Hamas après 5 attentats simultanés inédits. C'était ce week-end. Gaza, nouveau théâtre des opérations de l'État islamique. Explication, Solal Azerwal, et on en parle juste après. En d'autres temps, ces images de voitures calcinées évoqueraient l'élimination par Israël de terroristes palestiniens. Samedi soir, 5 véhicules appartenant à des responsables militaires du Hamas et du djihad islamique ont été entièrement détruits par des charges explosives. Des attentats simultanés dans le quartier de Sheikh Radwan, en plein cœur de Gaza City. Nous sommes réveillés ce matin au bruit de plusieurs explosions. Nous avons cru d'abord que la guerre a été déclenchée de nouveau. Nous sommes sortis dans la rue parce que l'explosion a eu lieu dans notre rue et nous avons vu une voiture incendiée et des gens en train de courir. Pas de guerre, mais plutôt un règlement de compte et un avertissement sans frais pour le Hamas au pouvoir à Gaza. Si le mouvement islamiste palestinien ne déplore aucune victime dans ses rangs, il doit faire face à l'opposition de plus en plus violente de militants salafistes à Gaza, dont certains se revendiquent ouvertement
de l'organisation État islamique. En réaction, le Hamas a promis de punir les saboteurs. Dans les heures suivant l'attentat, plusieurs coups de filet ont eu lieu dans les milieux djihadistes. Plusieurs attaques ont déjà visé des cadres du Hamas. La plus spectaculaire avait eu lieu début mai, lorsqu'un groupe salafiste a revendiqué des tirs de mortier contre une base d'Al-Qassam. Il réclame la libération de ses membres arrêtés par le Hamas. Ali Wakad, notre spécialiste du monde arabe, bonjour, merci d'être avec nous. Est-ce que la prise de contrôle de la bande de Gaza par l'État islamique est imaginable? Elle est imaginable, mais pour que ça se passe, il faut que plusieurs scénarios se passent en même temps. Barbara, pour le moment, le défi que présente l'État islamique pour le Hamas, il est contrôlable. Le défi, il est... le Hamas peut s'en débrouiller, mais le fait que l'État islamique est en train de s'élargir, est en train de gagner de terrain sur le niveau moral et sur le plan de la popularité, y compris parmi des membres du Hamas. Quand on parle de l'État islamique, quand on parle des salafistes, le noyau dur des salafistes sont des dissidents du Hamas. Pourquoi ils lâchent les rangs du Hamas pour rejoindre ceux de Daesh? Parce qu'ils pensent que le Hamas, depuis quelques années, a abandonné l'idéologie de leur résistance et que le Hamas, même dans les confrontations qu'il est rentré avec Israël, c'était pour des raisons tactiques et non pas par idéologie djihadiste et non pas par considération qu'il y a des juifs qu'il faut les battre, mais pour essayer d'améliorer la position politique du Hamas. Les salafistes accusent le Hamas, bien entendu, de tomber amoureux dans le pouvoir et dans les privilèges que présente et que donne le pouvoir aux dirigeants du Hamas. Mais Barbara, ce qui s'est passé il y a quelques jours, la simultanéité dans laquelle ces attentats ont pris lieu montre que les salafistes commencent à s'organiser et que les salafistes jouissent de ce soutien de l'État islamique, un soutien qui vient techniquement du Sinaï et politiquement qui vient de la Syrie, de la capitale des salafistes. Voilà, on le voit sur ces images, 5 voitures simultanées, des responsables militaires du Hamas et du djihad islamique explosés dimanche matin à Gaza. Un mot de ces hommes, vous le disiez, des salafistes, sous influence des salafistes du Sinaï, mais ce ne sont pas directement des membres de Daesh, ce sont des salafistes qui ont prêté allégeance à Daesh. Quelle est la différence? Oui, tout à fait, mais le temps de passer à être le représentant organique de l'État islamique et depuis quelques semaines, le fait qu'ils ont prêté allégeance à l'État islamique signifie que c'est une question de temps quand l'État islamique se déclare ou déclare son émirat à la bande de Gaza. Il est une question de temps quand l'État islamique commence à représenter tous les salafistes à la bande de Gaza. Maintenant, c'est l'État islamique qui a même dégagé Al-Qaïda de son chemin vers être le représentant de tous les salafistes partout dans le monde. Et Gaza a été toujours un berceau du salafisme et des salafistes. Et quand l'État islamique sera celui qui mènera ses attaques contre l'État islamique, les comptes du Hamas vont changer. Le Hamas qui a flirté de temps en temps avec les djihadistes au Sinaï et presque partout dans le monde comprendra qu'il doit prendre côté. Et c'est pour cela l'Arabie saoudite essaye pour le moment de se rapprocher du Hamas pour faire cette distance entre le Hamas et les salafistes. C'est pour cela l'Arabie saoudite essaye de faire une médiation entre le Hamas et le régime de Abdel Fattah al-Sisi en Égypte pour que le Hamas définitivement décide il est dans les rangs des djihadistes ou il est dans les rangs de ceux qui combattent. Tout à fait. Merci beaucoup Ali. Voilà pour Daesh qui étend sa toile désormais dans la bande de Gaza également. On parle de toute autre chose à présent. Joseph Blatter est de retour sur le devant de la scène alors que les enquêtes concernant la FIFA se poursuivent. Eh bien, le comité exécutif de l'instance s'est réuni hier. Blatter a subi une attaque à coups de faux billets et a annoncé dans le même temps qu'il ne se présentera pas à sa propre succession. Des dollars comme s'il en pleuvait sur le président de la FIFA, plus qu'une image, le symbole d'un système qui s'effondre. Sepp Blatter, hébété, semble ne plus savoir quoi faire. Le directeur de la communication lui suggère de retourner s'asseoir, mais la place du président de la FIFA devient intenable. Ladies and gentlemen, we have to clean here first. On va devoir nettoyer ça, ou je ne serai pas capable de m'exprimer. Nous sommes ici pour parler football. Cela n'a rien à voir avec le foot. Je reviens dans un instant. Un instant qui durera jusqu'au 26 février prochain, la date décidée par le comité exécutif de l'instance suprême,
pour élire le futur président de la FIFA. La conférence de presse a pu reprendre après quelques minutes et M. Blatter a esquissé quelques réformes qui seront mises en œuvre avant l'élection. Parmi elles, la limitation des mandats pour les dirigeants qui ne pourront plus, comme lui, enchaîner 5 mandats. Autre mesure phare, mais bien difficile à mettre en œuvre, le contrôle poussé de la probité des membres du comité exécutif avec la publication de leur rémunération, des mesures qui semblent prises pour redorer le blason d'une instance salie. Les derniers mots de Sepp Blatter ont été des encouragements à tous les candidats, y compris Michel Platini, son principal opposant, qui n'a pas encore déclaré sa candidature. Pour beaucoup, il est le candidat le plus légitime, le candidat providentiel. Platini décidera dans 2 semaines s'il se présente ou non, pour peut-être devenir le successeur de son meilleur ennemi et ainsi passer de l'UEFA à la FIFA. Mais les candidats ne manqueront pas, l'ancien ballon d'or Figo, le prince Ali ou encore Michael van Praag, l'actuel président de la fédération néerlandaise. Mais Michel Platini pourrait faire la différence à travers le soutien déjà acquis de certains présidents de confédérations indispensables à l'élection. Je ne parle pas anglais. À l'heure où le petit monde du ballon ne tourne plus très rond, une chose semble certaine, la légende du football français qui connaît parfaitement les arcanes de la FIFA ne se lancera pas dans la course sans avoir de sérieuses garanties. Et puis les obsèques du pilote de F1 français Jules Bianchi auront lieu ce matin à 10 h à la cathédrale Saint-Dré-Parade de Nice. Dans le coma, depuis son accident au Grand Prix du Japon, ce jeune pilote âgé d'à peine 25 ans est mort, vous le savez, vendredi. Retour sur le parcours et la vie d'un pilote qui avait le sport automobile dans les gènes avec vous, Betsabé. Oui, alors on peut dire que la carrière de Bianchi a commencé tôt puisqu'il a commencé à faire du kart à l'âge de 3 ans et demi. Et puis avec les années, eh bien, ce hobby est devenu une véritable obsession. Alors quand il découvre la monoplace et la Formule 2, c'est à l'âge de 18 ans. Alors il n'est pas vraiment emballé au début, il a l'impression de tout devoir recommencer à zéro. Mais le Niçois devient champion de France la même année et puis c'est la Formule 3 et Bianchi devient habitué des podiums. Il met un pied en F1 finalement chez Marussia. Alors l'écurie n'est pas très bien cotée mais il s'y dédie quand même. D'ailleurs il a l'habitude de dire à l'époque qu'il passe plus de temps avec son physiothérapeute qu'avec Camille, sa petite amie. Et puis grâce à sa motivation, à son abnégation, eh bien, Bianchi est nommé meilleur débutant aux Autosport Awards. Alors quand il est victime de ce terrible accident, on voit sur ces images, ce sont les minutes qui précèdent l'accident sous le déluge japonais, eh bien, Felipe Massa, Pastor Maldonado, Jean-Éric Vergne et même Fernando Alonso, tous se rendent à l'hôpital. Soit, entendez, Jules faisait partie de leur famille, une famille, un clan pourtant très fermé, et car le Français faisait partie, et oui, des 20 meilleurs pilotes au monde. Et son ascension, eh bien, n'en était qu'à ses débuts. Alors je vous propose de vous installer dans le cockpit à côté de Jules Bianchi. Quelques secondes, c'était en 2014 à Monaco. Okay, so blue for Jules, let him through quickly, let him through easily, please, thank you. Message is given, he will let you ride. Thank you, Max. Voilà, de belles images. Et c'est une passion qu'il avait dans le sang, d'autant qu'elle circulait dans sa famille. Exactement. Alors, une famille d'origine italienne, on peut dire fanatique vraiment de sport automobile. Alors, vous aviez Lucien et Mauro Bianchi, qui sont les grands-oncles, grands-pères et grands-oncles de Bianchi, et qui étaient déjà des as du volant. D'ailleurs, un an après ils avaient remporté Le Mans. L'un a remporté Le Mans en 68, mais un an après cette victoire, Lucien percute un poteau et il décède, alors de quoi pousser son frère Mauro à mettre un terme à sa carrière alors qu'il frôle lui-même la mort. Alors c'est à cause de ces drames que le père de Jules, lui, est écarté totalement de la course. Dans la famille, le sujet était bien sûr trop tabou. Ça ne l'a pas empêché cependant de soutenir son fils Jules dans sa passion.
Voilà, et rapidement pour finir, les questions sur la sécurité du F1 qui remonte. Alors la principale question, c'est faut-il introduire des cockpits en F1 ? Alors c'est une solution qui existe, mais pas en F1. Si Jules Bianchi avait été protégé par un cockpit fermé, il n'aurait pas eu cet accident. Sauf qu'aujourd'hui, eh bien, c'est pas encore complètement accepté. Il y a encore du travail à faire. Voilà, et ces obsèques, malheureusement, auront lieu donc ce matin à Nice à 10h. Merci beaucoup, Betsabé. À suivre après un nouveau journal, ils sont juifs, américains, souvent hautement diplômés, et luttent pour boycotter Israël. Immersion au cœur de ces lobbies juifs antisionistes. Après un nouveau point complet sur l'actu qui vous est présenté ce matin par Léonore Veil. Retour sur le plateau du Morning, un an après l'opération bordure protectrice à Gaza. Israël et le Hamas continuent de s'affronter par images interposées. Dernier épisode, cette vidéo diffusée par le Hamas, on y voit le chef d'état-major de Tsahal dans le viseur de jumelles en pleine guerre. Cependant, la véracité du calendrier est démentie par Tsahal. Explication Maxime Pérez. Ces images auraient été filmées depuis la bande de Gaza pendant le dernier conflit armé avec le Hamas. Au loin, un attroupement de soldats israéliens. Ils semblent inspecter la zone frontalière, sans se douter qu'ils sont épiés, sans se douter que leur vie est peut-être en danger. Dans cette vidéo tout juste publiée sur les réseaux sociaux, le Hamas prétend avoir identifié le général Benny Gantz, une affirmation impossible à vérifier, mais en montrant que l'ancien chef d'état-major de Tsahal était dans son viseur. Le Hamas fait étalage de ses capacités militaires, y compris en matière de renseignement. Un peu plus d'un an après le déclenchement de l'opération bordure protectrice, les islamistes au pouvoir à Gaza assurent ne pas vouloir de nouvelles escalades. Mais dans les faits, tout porte à croire qu'ils sont engagés dans une guerre psychologique sans merci contre leur pire ennemi. Illustration encore il y a quelques jours, dans cette autre vidéo du Hamas, c'est une infiltration en territoire israélien qui est filmée par un commando islamiste. L'attaque s'était également déroulée l'été dernier dans la région frontalière du Eshkol. 2 soldats israéliens avaient alors été tués à bord de leur jeep dans une embuscade. Dans ce petit jeu macabre, rien n'échappe au travail de sable du Hamas. Ni ses victimes qui agonisent au sol et qui auraient pu être emmenées à Gaza, ni la plaque d'immatriculation de véhicules touchés par une roquette RPG, comme une cruelle signature. Ces vidéos de propagande montrent que le Hamas manie désormais l'arme de la communication. Un avertissement de plus pour Israël, si demain, une nouvelle guerre devait éclater. Voilà, de la réalité, on passe à la fiction. Vous connaissez sans doute la série israélienne Fauda. Elle raconte la traque d'un responsable du Hamas par des agents infiltrés des services secrets israéliens. La première saison vient de se terminer. L'une des actrices, Laetitia Eido, est d'ailleurs française. Et comme pour rendre plus complexe la situation, elle est elle-même d'origine libanaise. Mathias Inbar est parti à sa rencontre à Jérusalem. Reportage. Les Israéliens la connaissent sous le nom de Dr Shirin de la série Fauda. La jeune femme palestinienne qui a fait ses études à Paris et qui rentre à Ramallah. Plongée, malgré elle, dans l'enfer du conflit entre des agents des services secrets intérieurs israéliens et des terroristes du Hamas. Un succès qui lui a ouvert les portes du Festival du film à Jérusalem en tant que jury dans la catégorie Spirit of Freedom, l'esprit de liberté. Donc la catégorie Spirit of Freedom, et oui, je pense que c'est ce que je veux représenter en tout cas, à travers ma carrière, à travers ma vie tout simplement, à travers les choix que je fais. Moi, la liberté comme je la vois, c'est une liberté qui tend la main et qui fait des ponts entre ces cultures qui ont de très bonnes raisons parfois de ne pas vouloir s'entendre, parce que des blessures, parce que plein de choses, ou des passifs et dans tous les sens, pas forcément Liban, Israël. Laetitia Eido, française, née de parents libanais, n'imaginait pas que ses origines à Jérusalem et en Israël puissent surprendre à ce point. Je ne réalisais pas en fait à quel point c'était ahurissant. Je pense que j'ai beaucoup de chance d'avoir la neutralité du passeport français et de pouvoir... J'entends beaucoup de gens me dire « Oh là là, on a tellement envie d'aller à Beyrouth » ou l'inverse parfois. Ouais, j'ai de la chance. Alors c'est pour ça que je veux prendre l'opportunité avec cette chance-là de faire des rencontres qui me permettront de faire avancer le débat, peut-être à notre niveau, ou de prendre part à des projets qui fassent réfléchir les deux côtés.
les trois côtés. Au-delà de ces films et séries qui traitent des complexités de la région, elle s'engage auprès de projets plus personnels, comme le vêtement qu'elle porte, dont la marque Two Neighbors est le résultat d'une broderie palestinienne et d'une designer israélienne. On a tourné Fauda en 2014 pendant la guerre et c'est là aussi que j'ai rencontré ces femmes en même temps. Comme quoi, des fois, voilà, le timing. Et ça m'a fait du bien. Je leur ai dit merci, merci, parce que nous, on est perdus un peu. Moi, je ne connais pas la situation au jour le jour ici, ni d'un côté ni de l'autre. Et alors que la série Fauda pourrait être achetée par des diffuseurs français, Laetitia Edo refuse justement les idées reçues autour du conflit, son importation, surtout en France. Ça me gêne parce que beaucoup de personnes, et moi au départ aussi, ne comprennent pas ce qui se passe et parlent de choses sans même savoir les placer sur une carte et s'emballent pour des choses dont ils ne comprennent pas le fond. Et c'est dangereux, en fait, ou s'associent à une cause sans réellement comprendre les enjeux. Son actualité, la saison 2 de Fauda, des longs métrages, un projet personnel sur le Proche-Orient, sans oublier quelques secondes de repos. Mathias, parlons tout d'abord de la série. Est-ce qu'elle est réaliste? Est-ce que cette unité d'infiltrés existe vraiment? Alors l'unité d'infiltrés existe. L'unité fait partie des services secrets intérieurs, ce qu'on appelle en Israël le Shabak. Sauf qu'il y a deux unités à l'intérieur d'une unité, c'est-à-dire l'unité des infiltrés et l'unité opérante. Et l'une n'intervient pas auprès de l'autre. C'est-à-dire les infiltrés donnent les renseignements et les opérants opèrent. Parce que, bien évidemment, comme vous pouvez le comprendre, si un infiltré opère, il est découvert et il ne peut plus opérer. Et donc, il n'y a pas 150 millions d'agents en Israël comme pourraient le faire croire éventuellement les séries télévisées. Il y a bien quelques agents infiltrés et quelques agents opérants. En revanche, leur capacité d'adaptation qu'on voit dans la série Fauda est absolument impressionnante, la façon dont ils revêtent finalement ces personnages qu'ils ne sont pas. Écoutez, il y a 4 régions dans la Cisjordanie. Il y a le nord, ce sont les anciens Syriens, et chacun a son dialecte, chacun a son accent. Et donc, il y a ceux qui sont proches de la Jordanie, exact. Ceux qui sont proches de Jérusalem. Et par exemple, les habitants de Ramallah sont d'anciens Hiérosolymitains, donc il faut s'adapter à leur manière de parler. Et ceux qui sont dans le sud, notamment proches de la bande de Gaza, eh bien, sont d'anciens Égyptiens. C'est la raison pour laquelle ces hommes-là doivent effectivement s'adapter, s'infiltrer et bien finalement s'acculturer de leur ancienne identité et devenir ce qu'ils n'ont jamais été et ce qu'ils doivent être. Alors Laetitia, on l'a vu dans le reportage, parle de pont entre les peuples. Est-ce que dans la région, ici, dans la réalité, ça fonctionne? Écoutez, elle essaye. Elle me dit d'ailleurs dans une des réponses que l'un des cinéastes israéliens avec qui elle devrait jouer prochainement lui a dit le meilleur exemple de coopération, de cohabitation entre les peuples, ça serait peut-être de faire des bébés tous ensemble. Et bon, ça c'est utopiste bien évidemment, mais l'un des exemples qu'elle montre en tout cas est beau, c'est-à-dire un vêtement brodé par des Palestiniens, designé par des Israéliens, peut-être, pourquoi pas, des projets plus personnels, plus identitaires. Ouais, et voilà, concret, petit à petit, ce genre de projet peut-être qui tisse, c'est le cas de le dire, les liens entre les peuples. Alors, autre remarque politique qu'elle dit dans l'interview, c'est qu'elle ne comprend pas l'importation, ou plutôt l'exportation du conflit en France. Est-ce que c'est la série qui l'a aidé à se rendre compte de cette dichotomie entre ce qui se joue ici et ce qui se dit là-bas, en France notamment? Écoutez, comment elle a atterri dans cette série? C'est tout simplement parce qu'elle a envoyé un mail à plusieurs producteurs en leur disant, et notamment l'un des producteurs de la série, qui était marqué politiquement, en tout cas, ni à droite ni à gauche, mais au moins pour le dialogue, pour la paix. Et elle lui a dit, peut-être qu'on se rencontrera un jour. Et c'est justement ce qu'elle a vécu, effectivement, grâce à cette série, c'est de comprendre, de voir les choses. Lorsqu'elle est arrivée, et avant le tournage, elle a demandé aux réalisateurs et aux producteurs de se rendre sur place, de se rendre à Ramallah, de se rendre à Tel Aviv, de voir Jérusalem, de comprendre ce qui se passait. Et effectivement, ce qu'elle ne supporte plus aujourd'hui, c'est lorsqu'elle rentre en France, elle entend des réactions. Est-ce que tu as vu la manière dont l'Israélien a traité le Palestinien? Et elle leur dit, je ne peux pas accepter parce que vous n'avez pas vu, parce que vous ne savez pas placer effectivement Gaza sur une carte, vous ne savez pas placer la Cisjordanie sur une carte. Voyez ce qui se passe et après vous comprendrez peut-être, et elle dit bien peut-être, parce que bien évidemment après 67 ans de vie, 68 ans de vie israélienne,
personne n'a trouvé la solution et difficile de savoir comment un acteur qui est là depuis un an pourrait la trouver. Merci beaucoup Mathias. Et justement, on va parler d'un groupe de personnes là aussi qui prend position sur le conflit israélo-palestinien sans le vivre. Ils sont juifs, ils sont américains et sont souvent hautement diplômés. Ils luttent pour le boycott d'Israël. Immersion au cœur de ces lobbies juifs antisionistes avec Julien Baloul. Ils sont juifs, américains, appartiennent à l'organisation JVP, Jewish Voice for Peace, qui appelle au boycott d'Israël. Et pour eux, il n'y a rien de contradictoire. Mon identité juive est liée à la justice, à la liberté et à l'égalité. Souvent, j'ai eu du mal à connecter cette identité juive à Israël. Ces jeunes sont en colère et engagés contre l'État d'Israël. Leurs opposants critiquent ce qu'ils affirment être des doubles standards. Dans cette vidéo publiée sur le site de JVP, ils font par exemple irruption dans les bureaux des amis de Tsahal pour lire les noms des Gazaouis tués lors de la dernière guerre, y compris les noms des chefs terroristes du Hamas. En revanche, les noms israéliens de victimes, civiles ou militaires, ne sont pas lus par ces militants juifs pro-palestiniens. Du gouvernement américain, ils ont une exigence fondamentale, cesser le soutien militaire à Israël. Les financements accordés à l'Égypte, à l'Arabie Saoudite et à l'Afghanistan, eux, ne sont pas remis en cause, même si ces pays ne sont pas des démocraties et encore moins respectueux des droits de l'homme. Et si certains mouvements pro-palestiniens appellent à ne pas acheter de biens israéliens produits en Cisjordanie, ces militants vont plus loin et exigent un boycott général de l'État juif. Il serait absurde dans l'état actuel des choses de faire la différence entre l'économie de l'occupation et l'économie d'Israël. Il n'y a pas de différence. Les critiques de la partie palestinienne sont plus rares, même contre le Hamas, une organisation classée sur la liste des organisations terroristes de l'Union européenne et des États-Unis et dont la destruction de l'État d'Israël est un but affiché, ainsi que ses fréquentes diatribes antisémites. Je pense que le Hamas est une organisation très variée. Plusieurs de leurs bureaux respectent les frontières de 1967. Depuis quelques mois, Israël s'inquiète du phénomène du boycott académique et pour cause, le mouvement prend de l'ampleur. Ainsi, en un an, le nombre d'antennes locales du JVP est passé de 40 à 65 sur les campus américains. Maurice, on va tenter de mieux comprendre avec vous qui sont ces lobbyistes juifs pro-palestiniens. D'abord, quelle influence ont ces universitaires américains ? Écoutez, outre le fait qu'ils propagent leurs idées au sein d'une génération qui demain sera aux commandes du pays, les militants de Jewish Voice for Peace servent de justification aux thèses antisémites les plus virulentes. Jewish Voice for Peace milite qui se présente comme la branche juive du mouvement de solidarité palestinien, défend la fin de l'occupation israélienne en Cisjordanie, à Gaza et à Jérusalem-Est. La solution qu'ils proposent au conflit, c'est pas deux États, c'est même pas un État, mais le soutien aux droits de l'homme et au respect des lois internationales, promotion du retour des réfugiés palestiniens, c'est leur plateforme politique. Alors ils militent également pour le boycott et ce qu'ils appellent le désinvestissement. Les militants de JVP font pression pour l'annulation des accords passés entre universités américaines et les sociétés qui ont des liens avec Israël. En d'autres termes, JVP dit aux fervents du boycott anti-israélien: continuez, nous juifs sommes votre bonne conscience. Ouais. Alors on ne possède aucune information sur les sources de financement de JVP. Selon le fisc américain, JVP déclare un budget de plus d'$1 million en 2013, mais on n'indique pas les sources. Voilà, c'est dommage, ce serait intéressant de le savoir. D'une façon plus générale, Maurice, la situation des juifs sur les campus universitaires américains est devenue presque insoutenable. Oui, Barbara, tout d'abord, les statistiques parlent d'elles-mêmes. L'augmentation dans le nombre et l'intensité des incidents antisémites et anti-israéliens dans les campus américains pour l'année universitaire 2014-2015. 520 incidents, soit une augmentation de 38% par rapport à l'année universitaire précédente. Les actions de boycott et de campagne de sanctions ont été menées dans 30 universités américaines, soit le double comparé à la précédente année universitaire. Mais pour illustrer le climat de haine qui règne sur les campus américains, je vous propose de regarder un extrait d'un documentaire de 30 minutes réalisé cette année par l'Université hébraïque de Jérusalem. Cela s'appelle Crossing the Line 2, le nouveau visage de l'antisémitisme. C'est édifiant, regardez. I would have never said a year ago that this would happen on my campus. 30% Jews, this would never happen. It happened. People were calling us fascists, Nazis, right on the Student Senate floor. I've seen the very difficult situation that Jewish students face. They are on the front line. They're the ones who are exposed.
There are going to be moments where you feel scared. Students are definitely intimidated. You Zionist scums. My only purpose today is that this event is shut down. The negativity on campus make it difficult for me to be open about supporting Israel. The way you oppose Jews in any given era is different. Because this is the era of the Jewish state, the attack of anti-Semites is focused on that. This is the anti-Semitism of our time. It's not even a question. Voilà, et tout ça se joue aux États-Unis. Édifiant, 30 minutes d'interview, de témoignage. Alors vous avez entendu le constat sans appel du professeur Robert Wistrich, antisémitisme et pas plus. 3D de Nathan Sharansky doivent être signalés. Délégitimation, diabolisation et double standard. C'est un peu la façon d'agir de ce qu'on appelle le SJP, Students for Justice in Palestine, une organisation qui active dans près de 100 campus aux États-Unis. SJP est affilié aux Frères musulmans et par là même au Hamas. Merci beaucoup, Maurice. À suivre, on parlera de toute autre chose. Louane Emera est en couverture du Elle cette semaine. Transformée peu à peu en jeune femme, elle laisse désormais les rondeurs de l'enfance derrière elle. L'occasion pour nous de revenir sur ces transformations réussies ou ratées des stars qui ont tenté de grandir avec leur public, de Britney Spears à Sophie Marceau. Ce sera juste après un nouveau journal avec Eleanor Veil. On est de retour sur le plateau du Morning. Merci d'être avec nous. Il y a du Shabadabada chez les Obama. Un long métrage sur le premier rendez-vous amoureux du président des États-Unis et de sa femme est en plein tournage. Les premières images viennent de paraître. Laetitia, ça ressemble à quoi? Eh bien, on va le voir tout de suite. Sur la première photo issue du tournage, on aperçoit Tika Sumpter dans le rôle de Michelle Obama et Parker Sawyers dans le rôle de Barack Obama se promenant dans un parc. Le film est intitulé Southside with You, du côté sud avec toi, et réalisé par Richard Tain. C'est un biopic qui va retracer visiblement leur première rencontre. Voilà, pendant c'est déjà très ressemblant. On peut déjà dire ça, hein. Les personnages leur ressemblent. Alors on verra sur la première photo, effectivement. On verra ensuite l'interprétation sur les premières images. Pendant la campagne 2012, les deux tourtereaux avaient déjà raconté leur première rencontre dans une courte vidéo. La voici. It was a cool date, actually. We spent the whole day together. He was showing me all facets of his character. So we went to the Art Institute. Guys out there, it impresses people. It shows. So he showed his cultural side, and then we took a nice long walk. Kind of romantic. Michigan Avenue. And did we go to the movie first? Well, yeah, we didn't have dinner. We actually had lunch. Oh, we had lunch at the Art Institute. There's a little courtyard with a little fountain. Yeah, it was nice. Yeah, it was very nice. Yeah. And then we walked. Then we walked. So our first meal was a lovely lunch. It was very nice. And then we went to see Do the Right Thing. Spike Lee had just come out. Had just come out. Showed all the sides. He was hip, cutting edge, cultural, sensitive. The fountain, nice touch. The walk, patient. Take tips, gentlemen. Voilà, alors... Elle se moque un peu de lui quand même, non? Gentiment, c'est un petit peu mise en scène. Légèrement, en pleine campagne. C'est mignon, en pleine... non, alors pas du tout. Voilà. Alors, on va pas dans ce film, en tout cas, s'immiscer au cœur vraiment de leur mariage, puisque le film se concentre simplement sur cette journée où ils se sont rencontrés et embrassés pour la première fois. Donc voilà.
C'est pas la première fois qu'un film est fait sur un président en fonction et sur ses histoires personnelles. Alors c'est pas la première fois que c'est fait, mais disons que celui-ci, sur l'intimité en tout cas de l'histoire d'amour, ça sera la première fois, puisqu'en fait celui d'Oliver Stone sur la vie de George W. Bush était bien évidemment beaucoup plus politique. Disons que le fait aussi de faire un film sur l'histoire d'amour d'Obama, ça va avec l'image que s'est donnée ce président de la République et sa première dame. De la République. Pas encore. Bientôt un film peut-être sur François Hollande. Des États-Unis. Il y aurait de quoi dire. Alors, je vais en parler dans quelques instants. Les Obama, disons qu'ils ont vraiment joué le jeu médiatique depuis le début. Ils se sont presque d'ailleurs comportés comme des stars de cinéma eux-mêmes. Ils ont été invités dans les talk shows, Jimmy Kimmel, ou bien encore ils se sont mis en scène en participant à des sketchs. Barack Obama qui s'est mis à déclarer certaines des choses qu'il avait envie de faire, de changer pour le peuple américain en chanson, aux côtés de Jimmy Fallon. Et puis Michelle Obama, elle de son côté aussi participe à ces talk shows. Elle se positionne comme la femme active américaine, fan de sport, healthy comme on dit, en pleine santé. Ce sont des shows, voilà, là on la voit danser aux côtés de Jimmy Fallon dans un sketch, elle également. Donc voilà, ce sont... ils jouent le jeu comme les stars. Voilà, tout à fait, comme les stars de cinéma. Et puis, ils contrôlent leur image au millimètre, ce couple très glamour tout de même. Alors justement, est-ce qu'on va avoir aussi droit à notre biopic à la française? Eh bien, voilà, la différence disons, du couple américain. Comédienne pour pouvoir faire tous les rôles. Oui, à la différence du couple américain, c'est vrai que François Hollande a l'air de moins gérer son image. Ça lui échappe un peu, hein. On va avoir le droit, nous aussi, à un biopic sur l'histoire d'amour au cœur de la République, mais vu d'un autre angle cette fois-ci, tiré du best-seller de Valérie Trierweiler. Merci pour ce moment. Ça sera un film qui va être réalisé par Saïda Jawad. Et puis voilà, donc ça sortira très prochainement dans les salles françaises. Avec un autre ton complètement que celui qui sortira sur la plus dramatique, voilà, si c'est l'adaptation du livre. Est-ce que ça intéresse le public, les films sur les histoires d'amour des grands leaders? Alors, les histoires d'amour dans tous les cas de figure, ça intéresse le public. Après, il faut voir comment elle va être traitée, comment elle va être réalisée. Et puis, les grands leaders aussi intéressent de plus en plus le public, en tout cas leur facette personnelle, leur facette même plutôt sombre. Les politiques se peopleise de plus en plus, si on peut dire. Donc on les retrouve dans les magazines People, chose qu'on ne voyait pas forcément à l'époque, à part au moment enfin ça a commencé avec Diana en fait. Il n'y a pas que des réussites dans ces films. Il y a aussi des gros navets. Et d'ailleurs, ça va vous faire plaisir, vous qui vouliez savoir comment Kate Middleton et William s'étaient rencontrés. Eh bien, un super navet a été fait pour nous raconter cette merveilleuse histoire. C'était un téléfilm, donc qui n'est pas sorti au cinéma. Ça avait été produit par la BBC en Angleterre. Mais voilà, vous qui voulez tout savoir, vous pouvez aller y jeter un coup d'œil. Ça s'appelle Kate et William. Oui. Rappelons quand même qu'hier en conférence de rédaction, Barbara nous a dit qu'elle avait adoré ce film. Voilà. Sur l'histoire d'amour de Kate et William, ça m'intéresse. Voilà, merci de révéler tous mes secrets. Elle m'a obligée à en parler. Voilà, pour les dirigeants au cinéma et leur histoire d'amour, merci beaucoup Laetitia. Rudy, je me vengerai. Allez, Louane Emera est en couverture du Elle cette semaine. Transformée peu à peu en jeune femme, elle laisse désormais les rondeurs de l'enfance derrière elle. Rudy, on va parler avec vous de ce succès phénoménal de cette chanteuse, devenue comédienne évidemment dans la famille Bélier. 2 ans, incontournable maintenant, on va tenter de résumer. Oui, à moins que vous viviez sur une autre planète, impossible de passer à côté d'Anne Pecher, alias Louane Emera. Elle a seulement 18 ans, elle a vendu 400 000 albums. Alors si par hasard vous ne connaissez pas Louane, écoutez. J'espère que tu vas souffrir et que tu vas mal dormir. Pendant ce temps, je vais écrire pour demain l'avenir. Pour demain l'avenir. C'est le jour 1, celui qu'on retient, celui qui s'efface quand tu me remplaces, quand tu me retiens. C'est celui qui revient.
Voilà, Louane, vous le savez, a été découverte en 2013 dans le télécrochet The Voice. Et alors à ce moment-là, devant son écran, un réalisateur, Éric Lartigot, la repère. Il prépare un film qui s'appelle La famille Bélier, qui va raconter l'histoire de la fille d'un couple d'agriculteurs sourds et muets qui se découvrent un talent pour la chanson. Éric Lartigot est attiré par la voix et le visage d'ange de Louane. Résultat, César du meilleur espoir féminin pour le plaisir. Un petit extrait de La famille Bélier aussi. Mes chers parents, je pars. Je vous aime et je pars. Vous n'aurez plus d'enfants ce soir. Je ne m'enfuis pas, je vole. Comprenez bien, je vole. Sans fumée, sans alcool. Je vole. Je vole. Voilà, et c'est donc cette jeune femme au succès considérable qui fait donc la une du Elle cette semaine. Elle est quelque peu transformée, moins adolescente. Elle est belle, elle est glamour à souhait, elle resplendit, mais cela dit, elle n'a pas forcément vécu un conte de fées. En 2 ans, elle a perdu malheureusement successivement son père et sa mère. Elle travaille énormément, elle a été très sollicitée et elle le dit dans l'article du Elle, elle a perdu 11 kilos depuis l'époque The Voice. Et la question qui se pose maintenant, c'est comment va-t-elle prendre le virage de l'âge adulte. Là, on la voit donc à 2 ans d'intervalle pour elle, évidemment, mais aussi par rapport à son public. En clair, comment passer de l'ado, proche de son public, à la femme. C'est un pari compliqué, pas forcément réussi par tous et toutes. Exemple de transformation réussie, une jeune femme que les Français avaient connue en 1980 sous le nom de Vic. Dreams are my reality, the only kind of real fantasy. Illusions are a common thing. I try to live in dreams. It seems as if it's meant to be. Voilà. Inoubliable. Inoubliable. Et Inoubliable. Pour Sophie Marceau, ça a marché ce passage. Alors ça a marché, mais pas adulte. du premier coup, parce qu'elle a été donc révélée à seulement 14 ans dans la Boom, puis il y a eu 2 ans plus tard, en 82, la Boom 2, et puis après ce succès, et elle va perdre un petit peu le contact avec son public dans des films plus durs, avec Zulaski par exemple, je parle sous contrôle de Laetitia, avec des films d'auteur plus durs, elle va perdre le contact avec son public qui ne la reconnaît plus. Et elle se réconcilie quelques années plus tard avec un film qui la montre tout en douceur, qui montre aussi que ce n'est plus une collégienne mais bien une jeune femme. Alors après la Boom, c'était l'étudiante et là elle a retrouvé son public. Elle est belle. Oui, mais ce qui est assez exceptionnel avec Sophie Marceau, c'est qu'elle est donc passée de l'ado-star à la femme, la jeune première, et qu'elle a aussi réussi avec succès de passer de la jeune première à la femme assumée de quarantaine. Cougar presque, Sophie Marceau aujourd'hui. Complètement. Elle est magnifique. C'est la définition de la cougar, mais voilà, dans le bon sens du terme, pas dans le mauvais sens du terme. On va dire la maman branchée, on va dire ça, parce que c'était vraiment son rôle dans LOL en 2008. Et là, ça montre évidemment que ça a été une stratégie d'évoluer avec son âge. Et donc là, désormais, dans LOL en 2008, elle fait un autre succès où elle incarne une maman quarantenaire divorcée. Elle a donc réussi sa transformation. Mais Sophie Marceau n'est pas la seule à avoir réussi sa transformation. On peut citer dans un cas proche de Louane, Jennifer. Jennifer, en 2000, elle remporte la première Starac, elle perd des kilos, elle commence à chanter des chansons sur des thèmes adolescents. Et puis, petit à petit, elle réussit très bien au niveau marketing sa transformation. Dans son 2e album, elle va parler de maternité avec cette chanson. C'est de l'or que tu mets dans mon corps, des trésors d'amour qui me dévorent.
Voilà, là aussi, un passage réussi de l'adolescence à l'âge adulte pour Jennifer. C'est pas le cas de tout le monde. Oh que non, demandez par exemple à Jordi ou encore à Alizé ou à Elsa. Elsa, dans les années 80, c'était vraiment la coqueluche des Français, l'idole des ados, des chansons romantiques. Allez, on va continuer ce matin dans la nostalgie. Laetitia, vous étiez Moi, je crois que sûrement vous pas allez née. mettre Jordi. Non, on va écouter Elsa, mais vous étiez pas née, je pense pas. Qui s'élance comme un oiseau, pas une histoire d'amour, vacances qui finit dans l'eau. C'est un long roman d'amitié qui commence entre nous deux, magique adolescence où tout est bien. Pour tous les enfants des années 80, c'est culte. Absolument, effectivement. Et donc pendant plusieurs années, Elsa va enchaîner les tubes sur pareil des thèmes adolescents, sur le changement. Et puis le succès va peu à peu s'essouffler. 4 ans après ce titre, eh bien, elle va faire un changement radical. Dans le changement radical, elle tente les cheveux courts, la tenue sexy et les textes sulfureux. Aïe. Bouscule-moi un peu, étouffe-moi de baisers. Je veux que tu me fasses voir tes étoiles. Bouscule-moi un peu, arrête de t'excuser. C'est quand tu me lâches que j'ai mal. Bouscule-moi un peu, chavire-moi de bonheur. Fais-moi manquer d'oxygène. Bouscule-moi un peu, chahute-moi sur ton cœur. N'aie pas peur, c'est quand tu me sers à peine que tu me malmènes. Ouais, ça passe moins bien. Bon voilà, ce clip sera le début d'un certain désamour avec son public. Idem pour Laurie ou encore Alizé, on en parlait, qui sont des chanteuses qui n'ont pas su prendre le virage de l'âge adulte. Donc important pour Louane, puisqu'on parle d'elle, de pas troquer trop vite l'image de cette ado un peu timide. Pourquoi ça n'a pas marché pour les exemples que vous venez de donner? Parce que ça a été trop brutal, la transition, à votre avis? Ça peut être trop brutal, effectivement, le public ne peut pas suivre. Et ce qu'a fait Jennifer, c'était vraiment en douceur. C'est-à-dire qu'elle a parlé des premiers amours, puis elle a parlé de la maternité, donc elle a vraiment évolué. Là, qu'elle l'a fait aussi, j'ai l'impression qu'avec Jennifer, elle l'a fait vraiment à travers ses chansons, alors que dans le cas de Laurie, par exemple, c'était un jour, je suis la chanteuse des jeunes, et en termes d'image, et le lendemain, alors qu'elle était produite par Goldman, elle aurait pu juste continuer à chanter et pas forcément se changer. Physiquement, elle a justement, d'un coup, elle lit son histoire d'amour dans les tabloïds, elle s'est changée, elle s'est coupé les cheveux. En revanche, outre-Atlantique, ça a marché pour Britney Spears. Pas vraiment pour Britney Spears. Oui, non. C'est grandir avec son public. C'est ça. Et c'est ça qu'il faut savoir faire en douceur. Merci beaucoup pour cette analyse sociologique. On va se quitter. Voilà, on va se quitter avec Louane, justement, en musique. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Je vous souhaite de passer une très belle journée. Portez-vous bien. Et voici un petit peu de musique pour se réveiller en douceur. Mes chers parents, je pars. Je vous aime et je pars. Vous n'aurez plus d'enfants ce soir. Je ne m'enfuis pas, je vole.